C'est Farim, votre nouvelle émission sur Radio J de rencontres littéraires, rencontres avec des écrivains, des conversations sur la marche et parfois la beauté du monde. Vous avez reconnu notre beau générique Offenbach, et aujourd'hui nous allons parler d'un livre extrêmement intéressant, parfois même émouvant, un livre écrit à la première personne par Noémie Alioua. Bonjour Noémie. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Ce livre s'appelle Les uns contre les autres, sous-titre Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. On va parler bien sûr avec vous de cette ville mythique, on peut dire aujourd'hui, de Sarcelles, la petite Jérusalem. Alors j'explique à nos auditeurs que vous êtes une jeune journaliste, aujourd'hui à I24 en France. Vous avez travaillé aussi à Actualité Juive, au service culture du Figaro et même à au mensuel Arche. Vous avez fait, pour qu'on vous présente un peu, puisque vous êtes relativement jeune, mais déjà des voyages, comme on dit, humanitaires. C'était quoi ? Oui, c'est ça. C'est justement ce qui a provoqué un peu ma carrière de journaliste, parce qu'au début, je voulais être psychologue, figurez-vous. J'ai fait des études de psycho. Et puis ensuite, après ma licence, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que je voulais sauver le monde, mais d'une autre façon, ou du moins le raconter. J'allais pas pouvoir le sauver, mais peut-être que j'allais pouvoir le raconter. Et donc, je me suis lancée effectivement dans un voyage humanitaire en Inde. Ça a duré 6 mois. C'était extraordinaire. Et en rentrant, je me suis dit, j'ai envie d'être journaliste. Enfin, j'y pensais avant, mais peut-être je me disais que j'en étais pas capable aussi. On le comprend peut-être aussi de par ce livre. Je me disais que c'était accessible à une classe supérieure, à des bourgeois. En tout cas, que moi, à mon niveau, je serais pas capable d'être journaliste. Bon, je me suis largement prouvé que j'en étais capable aujourd'hui, mais il y a eu tout un chemin, effectivement. Après ce voyage humanitaire, je me suis lancée, comme on dit, et petit à petit, j'ai fait mon lit. Voilà, les voyages humanitaires qui forment la jeunesse, mais on verra aussi dans ce livre, tout à l'heure, on va en parler, que finalement faire ce voyage, c'était assez exceptionnel, assez étonnant pour justement une jeune fille, une adolescente qui avait vécu dans ce petit microcosme et ghetto. Alors, ce livre, j'ai dit, Les uns contre les autres, c'est un livre très personnel, écrit à la première personne. Ça parle d'une ville nouvelle, comme on dit, Sarcelles, la fameuse et mythique petite Jérusalem, dans le Val d'Oise. Et votre livre, Noémie, aurait pu s'appeler, avec un titre un peu mélancolique, C'était Sarcelles. Oui, exactement, tout à fait. Parce que je raconte le Sarcelles que j'ai connu, je raconte le Sarcelles que je n'ai pas connu, mais qui a été le début de la construction de cette ville, dans laquelle beaucoup se sont créés des souvenirs, et le Sarcelles d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une forme de mélancolie dans ce livre qui est totalement assumée, parce que, et pour comprendre peut-être cette mélancolie, il faut lire peut-être justement la conclusion, alors pas trop tôt, oui. Mais c'est vrai qu'à la conclusion, le René Taïeb, qui est le président des communautés juives du Val d'Oise, m'a dit cette phrase avant que je commence mon livre. Il m'a dit, tu sais, Sarcelles, bientôt c'est terminé, et donc forcément je me suis dit, il faut en garder quelque chose, il faut le photographier, ce qu'on a connu, parce que bon, le monde change, le monde est mouvant, et peut-être que ce lieu qui a été vraiment un très haut lieu du judaïsme juif, où il y a eu une communauté juive, l'une des plus importantes d'Europe pendant très longtemps, eh bien ce lieu peut-être que demain n'existera plus. Et donc évidemment, effectivement, ce livre a été écrit avec l'encre de la mélancolie. Oui, c'est vrai, c'est ça. La mélancolie au sens fort du terme. Vous racontez un temps, on va dire que les moins de 30 ans, puisque vous avez à peine un peu plus que 30 ans, n'ont pas connu. Sarcelles, c'était plus de 100 communautés, ethnies. Se plaisait d'ailleurs à rappeler souvent les maires successifs de la ville, des ethnies. Mais Sarcelles, c'est où d'ailleurs ? On peut redire où ça se passe ? Sarcelles, c'est dans le Val d'Oise, dans le 95, c'est à 15 km de Paris. Et Sarcelles, il y a 60 ans, eh bien, c'était un champ de légumes. C'était la campagne. C'était la campagne. C'était des champs de légumes à perte de vue. Il n'y avait pas ces grands immeubles, ces grandes tours, ces bars. Tout ça, je raconte justement l'histoire de la construction de la ville. Oui. Et effectivement, ça a été sorti de terre très rapidement. D'ailleurs, on parlait d'une ville tombée du ciel. C'est ce que disait Marc Bernard, qui est un journaliste qui a été envoyé sur place avec son canari et sa femme pendant 2 mois pour regarder la construction de sa ville, et il décrit donc c'est des champs comme ça, de la boue aussi, puisqu'on a construit ces bâtiments très rapidement, en une vingtaine d'années, des milliers et des milliers de logements qui sont nés de terre sans savoir exactement ce que ça allait donner.
En 30 ans, c'est passé d'une petite population de quelques milliers à plus de 60 000 habitants. Voilà, exactement. Aujourd'hui, alors on attend le dernier recensement, mais Sarcelles, c'est à peu près 60 000 habitants, voilà, un petit peu plus. À peu près 60 000 habitants. Alors, on parle avec Noémie Alioua, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que vous racontez d'une plume agile, personnelle, avec une pointe d'humour, ce qui ne gâche rien. Vous racontez votre Sarcelles. Mais c'est pas un hasard puisque vous avez vécu à Sarcelles. Oui, bien sûr, et c'est ce qui rend légitime un petit peu mon discours. C'est vrai qu'on entend à chaque fois qu'on entend parler de Sarcelles ou qu'on voit certaines enquêtes, ce sont des gens soit qui y vont pour une journée et qui repartent chez eux, soit qui n'y ont jamais été. Donc quelque part, ils peuvent avoir un avis très caricatural de cette ville qui est aujourd'hui aussi dans l'imaginaire comme la banlieue agressive, violente, dangereuse, ce qui n'est pas non plus totalement faux. Je veux dire, tout est très nuancé, je crois, dans mon discours, et on peut pas dire non plus que c'est une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, les habitants eux-mêmes se plaignent d'un certain nombre de difficultés qu'ils doivent affronter tous les jours. Mais malgré tout, je voulais montrer, c'est vrai, un visage différent, un visage sensible. Une ville, c'est très grand, ça je l'explique aussi dans l'introduction. Chacun a sa vision de cette ville-là, comme dans d'autres d'ailleurs. Une ville à 1000 visages. Voilà, vous dites que peut-être le portrait que vous dressez de cette ville ne sera pas celui d'autres personnes, et beaucoup de gens s'y reconnaîtront, mais on va le dire parce que vous le dites, vous racontez votre Sarcelles, Noémie Alioua, et on va parler tout de suite d'un chapitre qui pour moi est passionnant, émouvant. C'est ce que vous racontez de l'école juive de Tzara Torah, l'école, le collège-lycée pour les jeunes filles, un monde enveloppé, chaud, fermé, qui ne connaît pas l'extérieur. Ah, c'est très bien dit, chaud, enveloppé. Oui, on a l'impression parce que c'est un fœtus qui est entouré de sa cellule et du placenta et qui est protégé. C'est un petit peu ça, c'est même très très ça, c'est très bien vu. Je décris à la fois la douceur de cette école qui protège, qui dans une ville qui est difficile pour les Juifs, qui protège d'un environnement qui peut être hostile, mais aussi une fermeture au monde, ou en tout cas qui ne prépare pas au monde du dehors, qui prépare peut-être à Israël, qui prépare au monde juif, mais qui ne prépare pas à la France telle que je l'ai découvert plus tardivement, c'est-à-dire autre chose. Et donc voilà, c'est en clair-obscur, mais je raconte aussi, oui, c'est ça, cette scolarité dans cette école juive qui est emblématique des écoles juives aujourd'hui en France, et qui a formé toute une génération de jeunes juifs, croyants, pratiquants ou non d'ailleurs, parce que beaucoup se retrouvent dans ces écoles aussi, pas parce qu'ils viennent de milieux religieux ou orthodoxes. Parce que c'est une nécessité. Voilà, parce que c'est une nécessité, parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Les parents ne veulent pas que les enfants puissent subir l'antisémitisme, d'autant plus dans des endroits comme Sarcelles ou dans banlieues dites difficiles. Et donc, les parents préfèrent naturellement les placer dans ce genre d'école où il y a beaucoup de positifs. Je le raconte, je décris même les enseignements, etc. Et puis la générosité des professeurs aussi, qui est particulière, qu'on retrouve peut-être pas forcément dans toutes les écoles, avec des professeurs qui s'investissent beaucoup pour leurs élèves, qui sont proches d'eux. Et d'autre part aussi, je crois, et c'est peut-être un bémol que j'essaie de décrire, c'est effectivement le fait que, à mon sens, on n'est pas suffisamment, on nous apprend pas ce que c'est que la France, on nous apprend pas ce que c'est que le reste du monde, quoi. On nous apprend pas aussi, quand vous racontez ces jeunes adolescentes, ces enfants, en fait, ces filles qui ne connaissent rien de la vie. Bah écoutez, on apprend, on connaît très très bien le Chumash, on connaît très bien la prière du matin, on connaît très bien les dinim, on connaît, c'est-à-dire que on met sur le même plan des matières religieuses qui sont importantes et qui, je veux dire, l'école ne s'en cache pas. Le but, d'ailleurs, c'est écrit sur le site de Tzara Torah, le but c'est de former des jeunes enfants juifs qui ont une identité juive très forte, etc. Et qui vont la transmettre. Voilà, et bien sûr, la recevoir et la transmettre, c'est d'abord ça que l'école vise. Et c'est, je veux dire, ils le disent ouvertement. Mais effectivement, il y a des choses qu'on découvre sur le tard. Et alors, peut-être que c'est Sarcelles, peut-être que c'était moi, peut-être que c'était ma génération. C'est pour ça que je parle à la première personne.
et que je raconte moi le Sarcelles, comme vous l'avez dit, que j'ai vu et dans lequel j'ai grandi, et effectivement, je sais pas, il y a des choses qui vont paraître bêtes mais que je raconte. Je crois que j'ai dû attendre 20 ans pour découvrir que des gens mangeaient du poulpe, et c'est vrai. Non, mais je me suis retrouvée dans des restaurants, je savais même pas qu'on pouvait manger du poulpe, et en fait il y a beaucoup de gens qui mangent du poulpe, je veux dire, ils adorent manger du poulpe sur les restaurants, dans les restaurants de fruits de mer, sur la plage. Et bon, c'est un petit exemple, mais il y en a évidemment beaucoup que je cite dans le livre. Ce livre, sur ces chapitres sur l'école, Otsara Torah, c'est un peu emblématique aussi des écoles juives en France, du phénomène d'ailleurs des écoles juives qui remonte finalement à une petite trentaine d'années. Bien sûr, c'est tout récent, et qui ont il y a une régénérescence du peuple juif, c'était le but de cette école quand elle a été construite, et qui ont rendu plus religieux les générations d'enfants. Parce que vous racontez l'historique bien sûr, rapidement de l'école Otsara Torah, mais d'autres écoles juives qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, après le désastre, et en essayant de dire, voilà, les survivants, nous allons quand même transmettre ça. C'est aussi fort, hein, c'était une sorte de revanche sur Hitler, c'est-à-dire que il y a eu une volonté de détruire le peuple juif. Et bien maintenant que lui n'est plus là, au contraire, on va renforcer cette identité juive à travers le monde, parce qu'aux Otsara Torah, il y en a dans différentes écoles. On va créer et former des générations encore plus fortes dans leur identité juive, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous voyez les premières générations de juifs qui arrivent à Sarcelles, sans doute on en reparlera, mais c'est des générations qui viennent principalement du Maghreb, c'est des séfarades, et eux ne parlent pas, ne prient pas en hébreu de cette façon-là, ils ne connaissent pas toute cette pratique-là que les enfants, eux, vont découvrir à l'école, et donc on va avoir des jeunes générations beaucoup plus pratiquantes que leurs parents, et c'est les jeunes qui vont apprendre à leurs parents à prier de cette façon-là. Les grand-mères, vous en avez sans doute autour de vous, elles prient le ciel directement, elles ouvrent les fenêtres et elles parlent à Dieu en s'adressant directement au ciel. C'est leur façon de prier. Et alors donc, plus de familles séfarades, hein, on dira un petit mot. Oui. Alors séfarades, ça se divise en communautés, les Algériens, enfin les communautés juives algériennes, tunisiens, marocains, peu d'Ashkénazes, mais c'est assez marrant de voir ce paysage. Très peu d'Ashkénazes, ouais. C'est vraiment une très grande minorité. C'était en tout cas une très grande minorité à l'époque où j'y étais, mais c'est lié à la géographie tout simplement, parce que c'est l'histoire de Sarcelles qui suit en fait la décolonisation, entre autres, qui suit les tragédies de l'histoire, et donc la décolonisation dans les années 60, c'est des pays du Maghreb, et donc ce sont eux, les vagues d'immigration qui atterrissent à Sarcelles, dans cette ville nouvelle, ce sont principalement des Juifs du Maghreb, donc c'est simplement lié à l'histoire, oui. Naomi Alioua, vous êtes notre invitée sur Sepharim, les livres, évidemment sur Radio J, les expériences et les conversations qu'on peut avoir sur ces sujets qui nous passionnent. Votre livre s'appelle Les uns contre les autres, et nous, ça nous rappelle évidemment une chanson qu'on se souvient, la fameuse chanson de Starmania.
oui, c'est beau, c'est Starmania. On vit les uns avec les autres, mais avec Noémie Alioua, son livre qui nous parle de la fameuse ville de Sarcelles. Les uns contre les autres, Sarcelles du vivre ensemble, au vivre séparé. Alors on parlait tout à l'heure de l'école. Vous dites dans un chapitre, c'est une école aussi depuis ces dernières années, bunkérisée. Ça veut dire à la fois physiquement, on peut dire, par ces murs maintenant qui la protègent, mais aussi par le fait qu'on n'accède pas à l'extérieur. Vous avez voulu, Noémie, et c'est un témoignage, sortir de cette école bunkérisée. Oui, exactement. Et d'ailleurs, en retournant pour le livre, en retournant pour le reportage qui a engendré ce livre, disons que j'ai effectivement vu ce portail-là qui est à l'époque, je raconte qu'il y avait des grillages, des fameux grillages verts où on peut voir ce qui se passe à l'intérieur quand on est à l'extérieur et ce qui se passe à l'extérieur quand on est à l'intérieur. Et ces grillages, ils ont été remplacés par des murs blancs qui s'élèvent jusqu'au ciel, qui donne vraiment l'impression d'une prison. Et j'explique qu'effectivement, c'est lié aussi à cette éducation religieuse aussi, si vous voulez, qui d'une autre façon. Mais malgré tout. C'est l'école de la religion, et surtout orthodoxe, c'est la séparation, c'est le séparatisme par excellence. Il s'agit de séparer les hommes des femmes. Pourquoi les filles dans ces écoles-là ? On dit dans la tradition, le Kodesh, l'Echol, du saint au profane en quelque sorte, ça c'est toute la vie. Et on parle de Sarcelles depuis tout à l'heure, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, dans l'émission Sépharim. Vous êtes donc, je rappelle, un jeune écrivain, on ne dit pas écrivaine. Écrivain, ça me va très bien. Journaliste qui a vécu à Sarcelles dans les années 2000. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre façon d'écrire, de raconter votre émancipation. On peut dire à la fois religieuse et même culturelle, vos progrès. On le lit ça dans votre livre. J'apprenais à travailler. En fait, rien ne vous prédestinait à travailler dans l'écrit et le journalisme. Non, parce que effectivement, je viens pas d'une famille de grands journalistes. Je viens pas d'une famille de grands. Mon père était imprimeur pendant très longtemps à la rue des Rosiers, mais je viens pas d'une famille. Mes parents n'ont pas fait beaucoup d'études, etc. Mais c'est vrai que quand je dis que je quitte Sarcelles, c'est pas uniquement quitter Sarcelles, et ça, beaucoup de gens se retrouveront, y compris dans leur propre ville. C'est lorsqu'ils quittent leur propre ville, et lorsque c'est un lieu comme Sarcelles, il s'agit d'une rupture qui est à la fois géographique, sociale, éducative, religieuse. C'est une bulle. Le quartier juif de Sarcelles, c'est une bulle, et donc quand on en sort, bien forcément, on n'est pas préparé au monde extérieur. Et donc oui, c'est l'arrivée à la faculté qui a été un choc pour moi. Vous racontez, j'apprenais ainsi à travailler au moment de la faculté, l'orthographe, la syntaxe, la construction. Ça, c'est intéressant. Vous dites à ce moment-là que vous ne savez pas écrire, que vous n'avez pas eu la culture générale, ce qui est le fait. Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, c'est aussi ça qui est intéressant, avec vos condisciples, dont la plupart sont partis en Israël. Ah oui, toutes mes copines d'école sont parties en Israël. C'était évident pour elles que après le bac, ou d'ailleurs avant le lycée, parce qu'il y a des lycées français aussi en Israël, donc c'était soit au moment du bac, soit au moment du lycée, elles sont toutes parties parce que pour elles, c'était l'Eldorado aussi, parce elles voulaient être pratiquantes, elles voulaient une vie où elles pouvaient vivre leur judaïsme plus facilement, parce qu'elles voulaient aussi fuir l'antisémitisme. Elles voulaient pouvoir vivre librement leur judaïsme tout en étant aussi juifs et sans avoir la crainte de l'être. Et donc c'est le choix qu'elles ont fait. C'est vrai que moi j'en ai fait un autre, j'y étais pas préparée, et après il y a des variables personnelles. Je pense que j'étais aussi très très curieuse. Je me compare un petit peu à la petite sirène, le dessin animé de Disney. C'est ça, qui est sorti au moment de votre naissance. Ouais. Alors, au-delà de votre témoignage, il faut bien dire aussi émouvant, vous abordez les choses plus difficiles, et on y arrive aujourd'hui. C'est d'ailleurs en exergue cette citation maintenant qui est connue, hyper célèbre et sans doute très anxiogène. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Ça, c'était Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, quand il a quitté son poste. Finalement, Noémie, est-ce que Sarcelles, il y en a des dizaines en France de Sarcelles, c'est finalement l'impossibilité de véritable coexistence?
Déjà, cette phrase, elle m'a mis une gifle. Je ne sais pas vous, quand vous l'avez entendue, mais je trouvais ça très, très fort. Qu'un ministre de l'Intérieur démissionnaire, il est sur le perron il est sur le point de partir, en fait, et il lâche cette phrase que je trouve extrêmement, extrêmement forte. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Cette phrase est très forte et à mon sens, elle montre exactement, elle illustre très, très bien la problématique de Sarcelles, qui a été pendant très longtemps l'exemple pointé du doigt comme la ville du vivre ensemble, la ville du cosmopolitisme, la ville du multiculturalisme réussi, avec des communautés qui viennent de partout, qui réussissent à vivre ensemble, qui réussissent à converser sans qu'il y ait de problème. Ça, c'était le mythe. Voilà, ça c'est le mythe. Le mythe, c'est la légende. C'est la légende. Ça a existé un petit peu, ça a existé beaucoup il y a longtemps. Il y a des témoignages, bien sûr, de gens qui étaient là au début de cette ville et qui sont capables d'en parler et de raconter que les identités de chacun ne prenaient pas le pas sur celle des autres. Et donc, il y avait une forme de coexistence. Les gens allaient dans les mêmes écoles. Ils pouvaient aussi dormir les uns chez les autres. Il n'y avait pas de séparatisme qui était lié à l'identité. Aujourd'hui, on en arrive à vraiment une ville archipélisée. Je reprends bien sûr le terme du politologue. Oui, c'est le terme du politologue Jérôme Fourquet qui décrit très bien cette façon, parce que à travers Sarcelles, je parle de la France, bien sûr, de ce système communautaire qui commence qui est déjà un état bien avancé, mais disons que ce modèle républicain qui était une spécificité française est en déclin, et aujourd'hui le modèle communautaire à l'anglo-saxonne est en train de de se développer. Noémie Alioua, on pourrait vous dire que vous êtes une journaliste parfois engagée. C'est pas péjoratif de dire ça. Vous avez très tôt, est-ce qu'on peut dire que la notion de grand remplacement se justifierait dans le cas de Sarcelles, puisqu'on apprend que en quelques années, 30% des Juifs de Sarcelles ont quitté le pays, peut-être même plus, une hémorragie importante et l'idée qu'un monde se finit. Écoutez, moi, je me méfie beaucoup des termes un petit peu comme ça, des mots valises qui empêchent de penser, en général. Grand remplacement, vous n'avez même pas ce terme. Parce que c'est un mot qui tout de suite va cliver, c'est un mot qui tout de suite va si vous voulez, qui va empêcher de penser. Moi, j'aime bien essayer d'avoir une pensée un peu plus profonde, un peu plus développée. Et donc, quand vous mettez un mot comme ça sur la table, ça siphonne toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Parce que si je vous dis que vous êtes un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu les bébés Zemmour, quelques écrivains, jeunes journalistes comme vous serez offensés de cela ? Je saurais pas offensée, mais je crois avoir... J'essaye, je suis encore jeune, mais c'est mon deuxième livre, et j'essaye de développer une identité propre. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec Zemmour ? Ça, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec d'autres personnages politiques ? Il n'y a aucun doute aussi. J'essaie de développer ma propre pensée, ma propre réflexion. Après, il y a des questions qui touchent, qui pointent du doigt et qui, moi aussi, me paraissent très importantes. Et bien sûr que je considère qu'aujourd'hui, le plus grand danger pour les Juifs de France, c'est l'islamisme. Et d'ailleurs, je ne le considère pas, c'est vérifié dans les chiffres. Oui. Voilà. L'islamisme. Je pense que l'islamisme est un vrai danger pour la France et pour les Juifs. On reste sur Sarcelles, bien évidemment, qui est plutôt la capitale des déracinés, avec cette chanson. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre mélangé citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou la Monie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit. Vous l'avez reconnu, hein, le fameux doc gynéco. Je suis né ici, ma mère est née là-bas. Quel rapport avec Sarcelles ?
C'est un Sarcelles, c'est-à-dire que j'explique que cette génération d'immigrés qui arrivent et cette jeunesse ensuite qui naît est désorientée dans son identité. Et il y a une phrase que je cite dans mon livre de cette chanson qui dit « Ma mère est née là-bas, mon père est né ici, moi je suis né... Non, mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né ici dans la misère et les cris. » Dans la misère, oui, c'est ça. C'est ça, on sent une sorte aussi de désorientation identitaire. Capitale, des déracinés, vous le dites dans ce livre. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un espace à Sarcelles qui est très connu, c'est l'espace Anna Langfuss. Elle avait reçu le prix Goncourt en 1962 pour son livre, Les bagages de sable. C'est une rescapée de la Shoah. Et à l'époque, les communistes concevaient la lecture, la culture surtout, comme un outil d'émancipation. Tout ça, ça a changé ? Tout ça, ça a beaucoup changé, effectivement, et ça se voit d'ailleurs tout simplement dans le budget qui était accordé à l'époque par les communistes à la culture. Il y a, alors là, vous citez la bibliothèque, mais il y a aussi, bien sûr, il y avait le Forum des Cholettes, qui a été un haut lieu aussi de la culture sarcelloise. Et il y a eu différentes... en fait, les investissements dans la culture au sens large étaient très élevés, ce qui montrait vraiment cette importance qui était accordée à la culture, et parce que la culture, c'est justement... C'est ce qui permet l'émancipation, mais c'est aussi ce qui permet de brasser des communautés et des gens très différents. D'ailleurs, dans ce livre, vous ne parlez pas que des Juifs, même si nous en parlons beaucoup aujourd'hui. C'est aussi la ghettoisation sociale et ethnique, le vivre ensemble qui est battu en brèche. Mais on peut dire, Noémie Alioua, toutes ces populations ne sont pas antisémites. Elles aussi, elles souffrent... parfois de ces conditions sociales et politiques. Antisémites. Et d'ailleurs, quand je parle de séparatisme et quand je parle aussi de retranchement identitaire, en fait, il y a beaucoup d'autres communautés. Bien sûr, il y a les Pakistanais, les Indiens, d'abord les Assyro-Chaldéens, bien sûr, mais et c'est des communautés, les Turcs aussi. Il y a énormément de communautés, les Antillais. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de communautés à Sarcelles. Qui ont des belles histoires ou des tragiques histoires. Vous êtes revenu aux sources comme un pèlerinage, on l'a dit, puisque vous aviez vécu quand vous étiez adolescente à Sarcelles. C'est une belle enquête sur une ville nouvelle, comme on disait à l'époque, mais qui était sans doute une utopie, écrivez-vous, un espoir de bien-être. Alors là, je dis un petit souvenir personnel, mes grands-parents étaient les doyens de la ville de Sarcelles. À l'époque de Dominique Strauss-Kahn, une cérémonie avec toutes les familles de Sarcelles, notamment ces Juifs de Constantine ou de Tunisie, le mythique rabbin aussi René Gage, le rabbin de Sarcelles. Alors, il y a quand même deux questions que je vais vous poser pour terminer notre émission. On a beaucoup parlé, pour Sarcelles, du communautarisme, du clientélisme. On parlait des Assyro-Chaldéens, les Juifs. Ça suscite toujours la jalousie, C'est ça en fait, c'est-à-dire que y a certaines personnes qui vous diront le modèle multiculturaliste ou communautariste ne pose aucun problème. Les communautés de toute façon souhaitent se retrancher et être avec elles-mêmes, c'est naturel, ce qui n'est pas totalement faux. Et ça pose pas de problème. Le problème, je crois, si ce modèle multiculturaliste à l'anglo-saxonne, ce modèle communautaire, il provoque des affrontements parce qu'il crée des rivalités. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'État justement pour imposer une forme de neutralité, de laïcité, de république, et que c'est vraiment les communautés qui prennent le pas et qui se structurent elles-mêmes et qui ont tous les droits, et que l'État donc disparaît plus ou moins, on en arrive en fait à la loi du plus fort, c'est-à-dire que c'est la communauté la plus importante numériquement qui écrase les autres, qui impose sa loi. De toute façon, il y a toujours une communauté plus importante. Donc les minorités, si vous voulez, les minorités des communautés sont en danger dans ce modèle-là. Oui. C'est la fin de l'âge d'or de la communauté juive, dites-vous dans ce livre, Noémie Alioua. Vous citez même l'historien Georges Bensoussan, le fameux animateur du livre Les territoires perdus de la République. On en arrive à une date sans doute clé de l'histoire finalement très courte de Sarcelles. La tentative, on peut dire, de pogrom en 2014 sous fond de guerre en Israël. Là, ça a été vraiment le coup
sans doute le plus dur. Oui, ça a été un vrai traumatisme pour les habitants de la ville, pour les juifs en général, ou même pour les gens qui en ont un petit peu entendu parler. C'était effectivement une manifestation pro-palestinienne qui a totalement dégénéré, qui s'est transformée en émeute anti-juive. Et vous avez eu des zouaves qui ont descendu dans le quartier des juifs avec des battes de baseball, qui ont détruit les commerces, qui ont brûlé des voitures avec des drapeaux palestiniens. Vous avez des scènes de guérilla terribles qui ont vraiment, vraiment traumatisé les juifs sur place. Et beaucoup sont partis juste après cet épisode-là, justement. Ouais, c'est ça. Sarcelles, on espère que Sarcelles pourra peut-être survivre, renaître, on ne sait jamais. On ne va pas terminer sur une note de nostalgie, mais plutôt sur une note d'Offenbach. Je rappelle à nos auditeurs le livre que je recommande, évidemment, Noémie Lioua, Les uns contre les autres, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. C'est aux éditions Serre. Merci Noémie beaucoup, d'être Michel. venue. Merci pour votre invitation.